Il y a quelques jours, Elisabeth Guigou, le ministre français de la Justice, annonçait des mesures en faveur de l'installation prochaine, peut-être dans les prisons, de lieux de vie. Simplement des endroits pour que les prisonniers puissent rencontrer leur famille, avoir des relations. Alphonse Boudard, qui est avec nous ce soir en direct et qui est l'écrivain que je présente au début de ce journal, a connu la prison et la relate dans un nouveau livre, Revenir à Liancourt, publié aux éditions du Rocher. Vous allez nous dire évidemment comment vous avez-vous vécu l'incarcération et évidemment l'isolement et comment ça pouvait se passer dans les années 60, ce qui était votre cas. C'était combien d'années pour vous? Combien de temps en prison? Je l'ai connu à deux périodes. Je l'ai connu en 47 et jusqu'en 50, quoi. Et puis je l'ai connu ensuite de 57 à 61, quoi. Alors, il n'était pas du tout question de ça à ce moment-là. D'abord, les premiers temps, l'histoire de la réforme a commencé vers cette époque, mais il s'agissait simplement d'éliminer les gens. Et puis, un final. Alors, il y avait des parloirs à distance, il n'y avait jamais d'histoire de rapport avec les épouses ou les concubines, et puis, il n'y avait même pas de permission. Bon. Alors, tout ça a changé énormément. On entendait parler vers les années 60 de visites conjugales qui se pratiquaient dans certains pays. Je me rappelle, on avait dit au Mexique. Mais nous, zéro. Ouais. Le parloir, c'était deux grillages, un face à face. Et puis votre visiteur était en face ou votre visiteuse. Et c'est marrant. La vie en cellule, et vous le relatez dans ce livre Revenir à Liancourt, aux éditions du Rocher. La vie en cellule, c'est terrible. Vous dites, je partage ma cellule avec un demi-crétin qui a tué son voisin à coups de hache, un drame rural, à tout hasard, les chafourés lui ont cloqué 15 ans de travaux. Pourquoi 15 au lieu de 20 ou perpète, on ne sait pas au juste. Il est denté, l'œil mort, il bouffe, il ronfle, rien de plus, et il ne jacte pas. C'est déjà ça, dites-vous. Oui, alors ça, c'est pas Liancourt exactement, c'est dans une cellule d'attente. Liancourt, on était tuberculeux à Liancourt. C'était le dénominateur commun des taulards qui étaient à Liancourt à ce moment-là. Alors il y avait de tout, il y avait des types qui avaient réchappé de la guillotine, qui avaient donc perpète ou 20 ans, et puis il y avait des petites peines, et puis il y avait tout un tas de crapoteux comme ça. Et on était dans des dortoirs, et c'était pire encore que la cellule, parce qu'on était à 20, et que c'était évidemment un chaudron. Il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient là. Alors j'y ai passé mon temps et j'ai fait un peu mes premières armes d'écrivain puisque j'ai été écrivain public. Comme je commençais à écrire sur des petits cahiers, tous ces mecs qui étaient souvent analphabètes ou illettrés, ils avaient des lettres à faire. Et alors ils avaient trouvé l'homme qui pouvait les sauver, c'était moi. Et alors j'écrivais aux femmes, aux fiancés, au procureur de la République, à l'assistante sociale, et même au général de Gaulle, qui était président de la République et à qui on demandait des grâces. Les premières œuvres sont là, Alphonse Boudard. Et alors, on apprend à écrire toutes sortes de choses, y compris le type qui veut des lettres tendres à sa petite amie, ou bien alors le gars qui veut la taper, tout simplement, la taper de fric. Ouais. Parce que c'était souvent ça aussi, on demandait de l'argent. Et puis alors, les demandes de grâce, les demandes de remise de peine, et là, il faut prendre sa plume la plus sélecte, le genre Figaro, quoi, pour écrire au procureur. Alors, il y a à côté de vous, vous côtoyez des personnages, évidemment hauts en couleur, et on l'imagine, et vous les décrivez dans ce livre. Il y a par exemple quelqu'un qui vient à côté de vous, qui est condamné à mort. Il attend son heure, il attend le moment où on va l'amener à la guillotine, qui existe encore à ce moment-là, et rien ne peut lui, finalement... Ah oui, ça, c'est en l'attente d'aller à Liancourt. J'ai tenu un journal à ce moment-là, c'est ça, je l'ai repris, puis j'ai éliminé quelques histoires qui n'avaient plus de raison d'être aujourd'hui. Alors ça, c'était un monsieur qui s'appelait Boyer, il était condamné à mort, il allait être guillotiné un certain jour du début mai 1932, et dans l'après-midi qui précède son exécution, un fou qui s'appelait Gorgulov va tirer sur le président de la République à une signature de livre, signature des écrivains combattants. D'ailleurs, il blesse un écrivain, il blesse Claude Farrer. C'est pour ça que je dis toujours c'est très dangereux d'aller signer des livres dans les ventes comme ça. Bon. Et à ce moment-là, comme le président est entre la vie et la mort, son avocat demande à ce qu'on attende. Parce que le président peut gracier jusqu'à la fin. Et le président Doumer meurt à 4h du matin. L'exécution devait avoir lieu à 4h30 ou 4h35. Alors, l'avocat va voir la chancellerie, et à la chancellerie, on sursoit l'exécution. Et il était de tradition sous la Troisième République que le président de la République élu, nouvellement élu, graciait en général son premier condamné. Et comme ça, ce Boyer a été sauvé de la guillotine, et je le retrouvais, je ne sais plus combien, 32 ou 35 ans après. Ouais. Et il avait fait, lui, un parcours de Guyane dans le genre de celle de Papillon. Ouais. Et il va finir par mourir, mais en le dessinant lui-même. Oui, oui.
Voilà. Il va Ça, se suicider. Oui, oui. Hein. Et ces hommes, parce que ce sont des hommes, disent jusqu'au bout, jusqu'à la mort, finalement, on veut être digne. Il y en a. Ouais. Oui, c'est évidemment, ça c'est une certaine façon de... Vous savez, pour lutter contre la détention ou contre ce genre de situation, il y a la dignité, il y a le respect de soi, c'est tout, sinon on s'effondre tout de suite. Si vous voulez, une des règles qu'on a une fois qu'on est détenu, c'est d'être propre de soi personne, par exemple, de ne pas s'abaisser à certaines choses. Moi, je me rappelle, je fumais. Je n'avais pas le droit d'ailleurs, mais j'ai jamais voulu m'abaisser à appliquer les mégots, par exemple, des choses comme ça. Et c'est avec ça qu'on tient le coup. Et tous les détenus qui ont pu passer des peines importantes, même, que ce soit même Solzhenitsyn au goulag, ils ont combattu le mauvais sort de cette façon. Alors à moi, en écrivant, en tenant des cahiers, en lisant, etc. Il y a ce qui est interdit, évidemment, et puis il y a ce qui se fait, qui se passe. Vous le dites aussi dans ce livre. Vous donnez un peu d'argent aux gardiens, et là, il y a des relations possibles avec les visites. Ça, c'est évidemment les compromissions qu'il y a toujours. Il y a la vénalité dans tout endroit où on met des détenus, on les enferme. C'est d'ailleurs une dimension qu'on a toujours mal mesurée dans toutes les histoires de camps, par exemple. Quand on parle des camps nazis, etc., les gens qui y ont été vraiment, ils vous disent qu'il y avait tout un tas de vénalités avec des gardiens, avec des prévôts, avec tout un tas de choses. Ce qui fait à la fois une partie de l'horreur du camp, mais aussi une petite ouverture. Il y a, et notamment à la fin de ce livre, un personnage que vous dites épouvantable, édenté, c'est la crapule très absolue. Ouais. Et vous racontez une visite de sa mère qui vient le voir et qui l'embrasse comme son enfant. Elle l'embrasse pas, elle ne peut pas l'embrasser parce qu'il y a le grillage. Justement, à cette époque-là, on ne pouvait pas. C'est-à-dire, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on annonçait la fête des mères. Bon, alors la fête des mères, elle est toujours glorieuse. On voit une jeune femme avec un bébé et tout ça, au même, à la limite, une vieille dame avec son fils qui a grandi et qui a fait l'ENA. Tandis que là, on a une chose qui tient le coup à travers toutes les années de prison, c'est les mères. Souvent, les fiancés, les femmes, tout ça, ça s'est effrité au fil des années, et les mères tiennent. Et alors là, c'est une vieille femme très pauvre, qui est quasi aveugle, je crois qu'elle est presque aveugle, et elle traverse la France pour aller voir un personnage qui est vraiment épouvantable. C'est un type qui est dans un enfer personnel parce qu'il a fait des crimes abominables, etc. Et alors là, on touche quelque chose qui est presque du domaine du spirituel, qui est du Dostoïevski, parce que la mère vient voir ce personnage rejeté de tous, et tout d'un coup, il y a une toute petite lumière qui lui vient par la mer. Alors ça, j'ai trouvé ça très beau, j'ai assisté à ce spectacle, et je l'ai rapporté dans mon journal à ce moment-là, et je le rapporte maintenant. Dans Mourir d'enfance, le livre qui vous a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française, vous racontiez comment, en prison, on vous avait accordé, entre guillemets, une permission pour aller au chevet de votre mère mourante, et avec un chantage odieux. Ah oui, ça c'était avec les flics, c'était pas l'administration. Ouais. Voilà, c'était un chantage de la police. Dénoncer quelque chose c'est ça. Pouvoir aller vous recueillir auprès de votre mère. Il y a évidemment l'Alphonse Boudard qui se passionne pour ceux qui sont des grands criminels. Évidemment, ça n'a jamais été votre cas, heureusement. Et que vous racontez, vous avez raconté dans plusieurs livres. Quel roman que nos crimes, dites-vous, dans cette réédition d'un ouvrage aux éditions du Rocher, où vous racontez Violette Nozière, vous racontez des crimes abominables. Mais alors vous dites quoi? Vous dites que le crime, parfois, reflète la société, reflète la vie. Il est toujours... Là, ce sont des crimes qui se passent avant 1970, on va dans le courant du siècle. Et j'ai trouvé chez tous ces crimes, n'est-ce pas, des caractéristiques qui sont de leur époque. Et on juge, parce qu'on disait, on juge passer les Pyrénées et les choses sont autrement. Mais là, avec le temps, on juge différemment selon l'époque. Je relate la véritable histoire de Casque d'Or. Ouais. Aujourd'hui, c'est un fait divers de banlieue qui passe en quatrième. On s'en souvient encore, et pas seulement parce que... Oui, mais parce que là, on s'en souvient encore, parce que à ce moment-là, c'était un peu exceptionnel qu'il y ait un personnage de femme au milieu et que la presse, donc c'est les médias de l'époque, en ont fait Casque d'Or. Ouais. Ce qui a permis à Becker de faire un film qui n'a rien à voir avec le fait divers. Dans d'autres cas, vous savez, quand on juge Violette Nozière, il y a une dimension qui a été écartée systématiquement par la justice, c'est l'histoire d'inceste entre monsieur Nozière et sa fille Violette.
Et à l'époque, il ne fallait pas en parler, parce qu'un père de famille, on ne le mettait pas en cause quand on était bien pensant. Et il se trouve en plus que M. Nauzière était le représentant de la CGT des chemins de fer, et évidemment, un syndicaliste ne peut pas être incestueux. C'était les idées de l'époque. Alors on juge Violette, on la condamne à mort, et on écarte même la déposition du commissaire Guillaume, qui aurait pu non pas la faire acquitter, mais lui faire accorder des circonstances atténuantes. Alors, il y a un autre fait divers qu'on ne pourra peut-être pas raconter dans tous les détails ici. C'est un certain président qui trouve la mort avec une personne. Ah oui. Et la fameuse histoire... c'est le président Félix Faure. Oui, le président Félix Faure. Ben, vous savez que Clémenceau disait qu'il avait rêvé d'être César, il était mort pompé. On n'entrera pas dans le détail, mais, voilà. mais vous racontez effectivement cette histoire avec la gouaille que l'on vous connaît, l'argot aussi, parce qu'il y a les mots d'Alphonse Boudard, ce sont les mots de la rue. Et je crois que pour raconter ces faits divers, c'est... Là, Madame Stenel, la maîtresse... Ça se passe quelquefois dans des salons dorés de l'Élysée, peut-être, mais Madame plus Stenel, souvent dans les bas-fonds. Hein. Dans les deux crimes dont elle est accusée par la suite, elle est acquittée, et c'est vraiment... aussi, alors là, une profonde injustice de l'autre côté. Si on condamne Violette Nauzière à mort alors qu'elle avait des circonstances atténuantes parce qu'il y avait des histoires d'inceste avec son papa, Madame Stenel, elle sort d'une histoire ahurissante. Comme ça, elle part en Angleterre, elle épouse un lord et elle meurt dans un château. Comme quoi, il y a des choses qui finissent bien dans mon livre. Au début du livre, vous faites une citation, vous dites « La guillotine, c'est le prix Goncourt des assassins ». Ça, c'est Céline. Ça n'existe plus, mais vous dites, à un moment, vous racontez l'histoire incroyable, quelqu'un qui avait choisi de se suicider par la guillotine. Il y a le premier exemple, alors là, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est le criminel le plus littéraire, c'est Lassner. Et Lassner, ça nous replonge dans le siècle précédent. Lui, il a rêvé de célébrité par la littérature, par les armes, c'était l'époque qui suivait Napoléon, ou par l'Église, et il rate tout. Et il va décider d'être célèbre par le crime. Et il va faire des crimes pour ensuite se faire prendre et être guillotiné, et il estime que c'est la récompense suprême pour lui. Alors c'est un personnage qui a pu ensuite inspirer, par exemple André Breton l'a mis dans son anthologie de l'humour noir, on a Jean Genet qui a célébré la guillotine un peu de la même façon, on a d'autres personnages qui jouent avec ce prestige très particulier qui est celui de la guillotine. Enfin, il y a un autre personnage, vous dites, c'est terrifiant, Herman. Alors là, on est dans la cruauté, dans l'horreur. Là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est le boucher, épouvantable. Mais alors, aujourd'hui, on parle serial killer, on dit notre époque, etc., etc. Bon, celui-là, il est dans l'après-guerre en Allemagne, une époque épouvantable où il n'y a rien à bouffer. Il embarque des petits gosses qu'il trouve dans la gare de Hanovre. Bon, il les consomme sexuellement, vraisemblablement, il suce un peu le sang. Ensuite, il les découpe, il vend la viande aux environs parce que c'est la famine. Et puis ensuite, il refourgue encore les vêtements. Alors, vous voyez que qu'est-ce que on se dit, ce sont des fous. Comment on peut essayer d'analyser des personnages pareils? C'est difficile. Celui-là, c'est très difficile. Violette Nauzière, on peut. On dit son père l'a amené dans son lit à 12 ans et ensuite elle en a un ressentiment et elle lui fout de l'arsenic dans la soupe. Mais là, celui-là, évidemment, il est à la limite de la dinguerie. Mais il a ce dédoublement, Dr Jekyll, Mr Hyde, il est très bien dans la journée, il est même indicateur de police en plus, vous voyez, il a tout pour plaire. Dans les photos qui sont dans ce livre, on voit une couverture du magazine Détective, le crime du métro, le fait divers le plus sensationnel, le roman policier le plus mystérieux de l'époque. On présente des crimes réels comme des véritables romans. C'est pour faire. Alors, il y a des choses qui font rêver le populo ou le peuple, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le peuple a besoin de faits divers? Le crime du métro, Laetitia Toureau, ça c'est extraordinaire, c'est un roman d'Agatha Christie. Mais qu'est-ce qui fait Elle est dans le métro, on la retrouve avec un poignard dans le dos, il n'y a personne dans le compartiment. On n'aura jamais su ce qui s'était passé. Et des dizaines d'années... Et on a enquêté de toutes les façons possibles, on a mis ça sur le dos du milieu, on a mis ça sur le dos des fascistes, on a mis ça sur Toutes les époques auront de terribles faits divers? Mais toujours, bien sûr. On le voit en ce moment. Et on a, ça fait partie de la vie en société.
On a plein le 19e siècle. C'est pas un peu destiné un peu à se rassurer aussi? Non, pas tellement. Je crois que ça. Les gens. Les faits divers reflètent un peu ce qui se passe à leur époque, puisque les faits divers du 19e siècle, les serial killers, ils étaient agricoles dans ce temps-là. Ouais. Les types, ils allaient de ferme en ferme tuer les bergères. Ouais. Maintenant, ils vont d'immeuble en immeuble. C'est différent, mais c'est la même chose. Alphonse Boudard, Revenir à Liancourt, aux éditions du Rocher, c'est donc le livre du souvenir de ce retour dans cette prison où vous étiez à l'époque malade et vous retrouvez évidemment tous ces souvenirs qui s'entrechoquent, ces personnages dans vos mémoires. Et quel roman que nos crimes, dont vous venez à l'instant de parler, également aux éditions du Rocher. Merci infiniment d'avoir été ce soir notre invité en direct, Alphonse Boudard. À très très bientôt. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Excellente soirée, je vous retrouve demain.